Salut. Alors, troisième type de chaîne de montagne, il s'agit des chaînes de collision. C'est الاصطدام. Et on va voir l'exemple de la chaîne Himalaya. Alors, comme vous le savez déjà, la chaîne Himalaya se trouve en Asie, et plus précisément entre l'Inde et la Chine. Donc, on aura la Chine au nord, la Chine et le Tibet au nord, et au sud de la chaîne, il y a l'Inde. D'accord? Alors, l'Himalaya est très connu par des sommets, des sommets très importants avec des, euh, des hauteurs très importantes. Et le plus connu, bien sûr, c'est l'Everest, la plus haute montagne de la planète avec 8848 mètres d'altitude. Alors, déjà d'après cette carte, on peut déterminer quelques caractéristiques de cette chaîne. Déjà, la présence de roches de type granitique le long de la chaîne, surtout du côté de la plaque eurasienne. D'ailleurs, ici, l'Himalaya se trouve exactement au niveau de la limite entre la plaque indo-australienne au sud et la plaque eurasienne au nord. Donc, plus proche de la plaque eurasienne, il y a des roches granitiques de type subduction, c'est-à-dire des roches granitiques qu'on trouve normalement dans les chaînes de subduction ou bien dans les régions de subduction, le long de la chaîne. Et avec ces roches granitiques, on trouve également de l'ophiolite, le complexe ophiolitique. Si vous vous souvenez, on l'a vu quand on a étudié la chaîne d'obduction, comme exemple la chaîne de Omen. Donc, les ophiolites, ce sont des roches qui caractérisent les chaînes d'obduction, qu'on retrouve dans les chaînes d'obduction. En plus de ces caractéristiques, on trouve également des sédiments et des roches sédimentaires caractéristiques du prisme d'accrétion en jaune. D'accord? Toujours presque dans la même région, le long de la chaîne. D'accord? Et le prisme d'accrétion, bien sûr, c'est une structure géologique caractéristique ou bien qui est liée au phénomène de subduction. Alors, comment expliquer l'existence de ces sédiments de prisme d'accrétion, l'existence de granit de subduction et l'existence des ophiolites dans une chaîne de montagne qu'on ne classe ni avec les chaînes de subduction ni avec les chaînes d'obduction. On la classe comme étant une chaîne de collision. On va voir pourquoi. Alors, en plus de ces caractéristiques, il y a également ce que vous observez ici en rouge. Ces lignes en rouge représentent ce qu'on appelle des chevauchements. On a 3 chevauchements principaux et les chevauchements sont des déformations tectoniques. C'est un type de déformation tectonique, d'accord, caractéristique des zones de convergence. où il y a des forces tectoniques, un rapprochement de deux chaînes de deux plaques tectoniques. Il y a donc des pressions tectoniques. Alors, la deuxième figure, la figure 2, représente une coupe géologique simplifiée au niveau, qui a été réalisée au niveau de la chaîne d'Himalaya, plus précisément entre les deux points A et B. D'accord? Donc la coupe de la figure 2 a été réalisée ici.
Ça nous permet de déterminer la structure géologique en profondeur, c'est-à-dire sous la chaîne de montagne. Qu'est-ce qu'il y a? Comment les différentes structures géologiques sont organisées. Alors, on retrouve les éléments dont on a déjà parlé, qu'on a déjà vu au niveau de la carte géologique, à savoir en noir ici ce qu'on appelle la suture Tsingpo. Cette suture Tsingpo constitue d'ophiolite, donc c'est de l'ophiolite. Juste à côté de l'ophiolite, il y a des roches granitiques en gris, d'accord? En plus de roches sédimentaires, normalement des roches sédimentaires marines. Alors ça, c'est donc les roches qui se trouvaient normalement qui se trouvent normalement dans l'océan, dans la mer. On les retrouve ici au niveau de la chaîne de montagne, juste à côté de l'ophiolite et à côté des roches granitiques. Alors la seule explication de la présence de ces différentes structures, et on commence par la présence des granites qu'on a dit, des roches granitiques qu'on retrouve normalement dans les régions de subduction, et la présence du prisme d'accrétion, les roches sédimentaires du prisme d'accrétion. Ceci s'explique par le fait que cette région a connu dans le passé le phénomène de subduction, c'est-à-dire que entre, entre l'Inde et la Chine, il y avait un océan ici, d'accord, qui séparait, dans le passé, il séparait l'Inde et la Chine. Et cet océan, c'est la même dont on a parlé dans l'exemple précédent, c'est-à-dire dans l'exemple de la chaîne d'abduction, à savoir l'océan Thétis. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet océan a disparu avec le temps. À cause de quoi? À cause du rapprochement de la plaque indo-australienne de la plaque eurasienne. Ce rapprochement se fait à cause du phénomène de subduction. Comment on a su que la mer ou bien l'océan a disparu par subduction? Et bien sûr, c'est par l'existence de ces roches granitiques, caractéristiques des chaînes de subduction et l'existence des prismes d'accrétion. D'accord? Comment expliquer maintenant la présence des ophiolites, les roches ophiolitiques? Alors, les roches ophiolitiques, comme on l'a déjà vu, ce sont des roches qu'on retrouve normalement euh, dans les croûtes océaniques. Donc, l'existence de ces roches dans des chaînes de montagne comme celle-là ne peut s'expliquer que par le fait qu'il y avait, avant la formation de cette structure, avant la formation de cette chaîne de montagne, qu'il y avait un phénomène d'obduction, c'est-à-dire que une partie de la croûte océanique s'est retrouvée bloquée entre la lithosphère terrestre indienne et la lithosphère terrestre eurasienne. D'accord? Il y avait donc un blocage de la subduction et les roches constituant la lithosphère océanique se sont retrouvés bloqués entre les deux lithosphères continentaux. D'accord? Donc je répète, en résumé, avant que la plaque indo-australienne arrive à côté de la plaque eurasienne, il y avait un océan qui sépare les deux plaques, d'accord? Ou bien qui sépare les deux continents. Cet océan a disparu par phénomène de subduction. Et quand la subduction a terminé, il y avait eu une obduction. D'accord? Voilà. Après la fin de l'obduction, bien sûr, et
à cause du fait que l'Himalaya continue, l'Himalaya, ou bien, pardon, l'Inde à gauche, l'Inde a continué de se déplacer vers le nord, dans la coupe, ça veut dire de gauche à droite, d'accord? Ceci a provoqué l'apparition de, de, euh, de déformations. Alors, vous pouvez déjà voir qu'il y a des plis, d'accord? Vous voyez, ce sont des plis. Et juste à côté des plis, il y a des failles et surtout des chevauchements. Alors, c'est quoi un chevauchement? C'est quand on retrouve une, euh, un compartiment, c'est-à-dire des roches, qui se retrouvent au-dessus de d'autres roches, mais avec des âges très différents. Très différents, d'accord? Très éloignés de point de vue âge, mais se retrouve sur l'autre au niveau du terrain, d'accord? Alors, que ce soit, que ce soit les chevauchements ou les failles inverses qu'on observe ici, d'accord? Ou les plis, tout- tous ces, toutes ces déformations sont dues au rapprochement de la plaque indienne ou indo-australienne de la plaque eurasienne à gauche, à droite. Alors, on va voir un peu les étapes de formation de cette chaîne de montagnes. Voilà l'état des lieux avant plus de 100 millions d'années. Il y a 100 millions d'années, à gauche vous avez l'Inde, à droite vous avez le Tibet ou bien la Chine, d'accord? On va appeler ça la plaque eurasienne, d'accord? Et entre les deux, il y a cet océan Tethys, d'accord, qui sépare les deux continents ou bien les deux plaques. Et au centre de cet océan, il y avait une subduction. Vous voyez, une subduction intra-océanique, c'est-à-dire subduction d'une lithosphère océanique sous une lithosphère océanique, celle-ci. C'est une donc subduction intra-océanique. Ce phénomène de subduction va continuer jusqu'à la disparition totale de cette lithosphère océanique à gauche. D'accord? Quand il aura totalement disparu, voilà voilà l'état qu'on va avoir. D'accord? Normalement, quand cette partie-là a totalement disparu sous celle-là, il y aura une sorte de chevauchement, c'est-à-dire déplacement de cette partie-là, cette lithosphère océanique, au-dessus de cette lithosphère continentale. D'accord? C'est ça donc l'obduction. Donc, après la subduction, il y aura une obduction, mais puisque cette partie océanique est très limitée, d'accord? Il va vite on va vite assister à euh, on va vite assister à des chevauchements, puisque l'Inde continue toujours à se déplacer vers le nord, c'est-à-dire à droite, vers la droite. Il y aura donc des chevauchements, des plis, des failles,
ce qui va faire que cette partie-là va totalement disparaître, mais une partie quand même va rester, d'accord? Une partie de cette croûte océanique, en noir ici, va se retrouver bloquée entre la lithosphère continentale de l'Eurasie et la lithosphère continentale de l'Inde. On aura quelque chose qui ressemble à ça, d'accord? Voilà donc la suture de Tsingpo. En noir, c'est la suture de Tsingpo. Il va donc rester, il va se retrouver dans les hautes montagnes, d'accord? Donc on assiste ici à une augmentation de l'altitude à cause de chevauchement, d'accord? Il y aura un raccourcissement de la chaîne, il y aura un raccourcissement des roches, et ce raccourcissement va être remplacé par une augmentation de l'épaisseur de la lithosphère continentale, d'où la formation de la chaîne de montagnes Himalaya, dont la formation continue toujours de se faire, d'accord? Donc, pour résumer donc, d'abord, il y a une subduction sous l'effet des contraintes tectoniques compressives, c'est-à-dire le rapprochement, la convergence entre les deux plaques. Cette subduction est accompagnée par la formation de roches magmatiques, exemple des granodiorites, c'est-à-dire des roches granitiques. Une fois la subduction terminée, il y aura un blocage de subduction, d'accord? D'où le phénomène de l'obduction, d'accord? Après, de l'obduction, donc, qui va provoquer que les ophiolites vont se retrouver bloqués entre les deux lithosphères continentaux. Alors, la poursuite des forces compressives va engendrer des chevauchements, et ces chevauchements sont tellement importants qu'ils vont provoquer un épaississement, c'est-à-dire une augmentation de l'épaisseur de la lithosphère continentale, et par conséquent la formation de la chaîne de montagnes Himalaya.